Il était une fois, dans la bonne et belle ville d'Argos, un roi riche et puissant qui possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Le pouvoir, la gloire, l'or, les honneurs, rien ne lui manquait. Rien, sauf un enfant, un fils. Le roi Acrisios décida de se rendre au temple de Delphes, où la Pythie prédisait l'avenir. Peut-être avait-il oublié qu'il faut se méfier des oracles. « Que dois-je faire pour avoir un garçon ?» demande Acrisios. Comme d'habitude, l'oracle ne répond pas directement à la question qui lui est posée. « Tu auras une fille, » répondit la Pythie. « Et cette fille donnera naissance à un garçon. Qu'à cela ne tienne, ce petit-fils pourra lui succéder sur le trône d'Argos. » Soulagé, Acrisios s'apprête à repartir, lorsque soudain, la Pythie poursuit. « Et ce garçon te tuera dès qu'il aura atteint l'âge adulte. » Acrisios est désemparé. Quelques mois plus tard, son épouse, la reine, met au monde une fille. On l'appelle Danaé, en hommage au fondateur de la dynastie, Danaos, et à ses 50 filles, les Danaïdes. Zeus avait précipité les Danaïdes dans le Tartare pour expier le meurtre de leurs époux. Là-bas, au milieu des vapeurs brûlantes des enfers, les Danaïdes versent de l'eau dans un tonneau sans fond, et ceci jusqu'à la fin des temps. Le roi Acrisios pourrait assassiner Danaé de sa propre main, mais la malédiction des dieux serait terrible. Il n'en fait rien. Danaé grandit. À 15 ans, la voilà devenue la plus jolie fille du royaume d'Argos. Tout naturellement, les prétendants se pressent à la cour. Tous voudraient obtenir sa main. Acrisios, hanté par le souvenir de la prophétie de Delphes, ne veut pas entendre parler d'un mariage. Il a même beaucoup prié pour que sa fille périsse de mort naturelle. Un jour, il n'hésite plus. Il ordonne la construction d'une tour, une immense tour, dans laquelle il fait aménager une prison, aux murs et au plafond d'airain. La tour achevée, il invite Danaé, sa nourrice, à le suivre. Ni l'une ni l'autre n'imaginent le terrible sort qui les attend. Les deux femmes pénètrent à l'intérieur. La lourde porte se referme. Danaé pousse un cri d'horreur que personne n'entend. Acrisios respire. Il croit l'affaire réglée. Il se trompe. Ce que l'on dérobe à la vue des hommes n'échappe pas au regard des dieux. Et tout particulièrement au regard de Zeus. Voilà bien longtemps que le roi de l'Olympe a remarqué la beauté de Danaé. Il en est amoureux. Zeus est toujours amoureux. Il sourit de voir Danaé enfermée dans sa prison d'airain. C'est le moment idéal pour faire sa conquête. Toutefois, Zeus va devoir se métamorphoser, car il sait que les mortels ne peuvent contempler un dieu sous son apparence divine, sous peine d'en mourir. Taureau, cygne, aigle,
serpent, la métamorphose n'a plus de secret pour Zeus. Cette fois, il décide de se changer en pluie. Une pluie d'or qui se glisse à travers les interstices de la tour, à travers les murs et retombe, caressante, sur le corps assoupi de Danaé. La jeune fille s'éveille aussitôt. Toute la pièce est illuminée. Des gouttes d'or descendent du plafond. Elle n'ose comprendre. Et si c'était... 9 mois s'écoulent. Un garçon naît. Danaé lui donne le nom de Persée. Redoutant la fureur de son père, elle cache l'enfant du mieux qu'elle peut. Mais impossible d'étouffer ses cris. Intrigué, le roi Acrisios se rend à la tour. Ce sont bien des cris de bébé. Acrisios fait ouvrir la porte. Mais oui, il ne s'est pas trompé. Un enfant est bien là. Persée lui sourit, se risque à faire quelques pas et tombe aux pieds de son grand-père. Danaé, affolée, s'empresse d'expliquer qu'elle n'est absolument pas coupable, que c'est Zeus, métamorphosé en pluie, qui est le père de cet enfant. Zeus. Acrisios n'en croit rien. Il se tourne vers la gouvernante. C'est elle qui a dû introduire un homme dans la prison. Fou de colère, Acrisios fait décapiter la malheureuse, ainsi que les gardes qui étaient chargés de surveiller les prisonnières. Mais cela ne résout en rien le problème. Que faire de Danaé et du bébé? Acrisios se dit que le mieux serait de confier leur destin aux dieux. À eux de se débrouiller. Il fait venir un menuisier, le plus doué du royaume, et lui commande un grand coffre de bois. L'ouvrage achevé, il y enferme Danaé et Persée et les fait déposer sur l'océan. Cette fois, leur nouvelle prison ne se limitera plus à 4 murs, mais à tout l'espace marin. Le coffre part à la dérive, ballotté par les flots. Cette coque de noix aurait dû sombrer 1000 fois. Mais Zeus veille sur son fils. Le coffre finit par atteindre les abords d'une petite île rocailleuse, l'île de Sériphos. Un pêcheur l'aperçoit. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel pêcheur. Il s'appelle Dictys et il est de lignée royale. Dictys ramène le coffre et découvre Danaé et Persée. Troublé par la beauté de la jeune femme, le pêcheur décide d'accueillir la mère et l'enfant comme s'ils étaient des membres de sa famille. Les années passent. Persée est devenu un jeune homme fort et courageux. Un matin, le souverain de l'île, Polydectès, un tyran infâme, croise Danaé au détour d'un chemin. Il en tombe immédiatement amoureux. Polydectès conçoit pour Danaé une passion dévorante. Il en devient obsédé. Mais voyant bien, d'une part, que ses sentiments ne sont pas partagés, d'autre part,
que Persée ne ferait qu'une bouchée de lui s'il tentait de prendre Danaé par la force, il imagine un stratagème pour séparer la mère du fils. Un banquet. Polydectès organise un banquet. Et il a un bon prétexte. Son mariage avec une princesse étrangère du nom d'Hippodamie. Il annonce à tous la nouvelle et exige que chaque jeune noble lui témoigne son amitié en offrant des cadeaux luxueux à sa future épouse, des chevaux de préférence, pourquoi pas toute une écurie, car la jeune femme est férue d'équitation. « Et toi, lance-t-il à Persée, toi qui ne possèdes même pas ta propre chemise, que m'offriras-tu? Tu ne saurais t'inviter les mains vides à mon banquet. » Piqué au vif, Persée réplique qu'il est disposé à apporter tout ce que le roi voudra. Tout? Parfait. Je veux la tête de la Gorgone. La tête de la Gorgone. Il n'existe pas un seul être dans tout l'univers capable d'un pareil exploit. Persée va refuser, c'est sûr. Non. Il accepte. Un courant glacial parcourt la grande salle du trône. Persée est fou. Il ignore de quel monstre terrifiant il s'agit. La Gorgone. En réalité, il existe non pas une, mais 3 Gorgones. 3 sœurs. Sténo, Euryalé et Méduse. Les 2 premières sont immortelles. Seule la 3e, Méduse, peut être vaincue. Il y a bien longtemps, les Gorgones étaient 3 jeunes filles à la beauté légendaire. C'est la déesse Athéna qui les a transformées en monstres parce qu'elles avaient osé la défier. Les Gorgones sont des créatures terrifiantes. Elles possèdent des ailes d'or attachées aux épaules. Leurs cheveux sont hérissés de serpents. Et de leur seul regard, elles sont capables de tuer. Elles pétrifient sur le champ quiconque ose les regarder en face. Polydectès est ravi. Ce petit prétentieux de Persée s'est piégé lui-même. Mais ce que Polydectès ignore, c'est la filiation du jeune homme. Il est le fils de Zeus et possède de surcroît la sympathie de nombreuses divinités, en particulier celle d'Hermès et d'Athéna. Et aujourd'hui, Athéna voit en Persée une occasion de parachever sa vengeance sur les Gorgones. Persée marche droit devant. Il n'a pas la moindre idée de l'endroit où se cache Méduse. Il ne sait pas non plus comment la combattre. C'est à ce moment qu'Hermès se présente à lui. Hermès, dieu des messagers, fils de Zeus. Hermès offre à Persée un bouclier d'argent. C'est le cadeau que lui fait la déesse Athéna. Il lui prête ses sandales ailées. Puis il lui confie une besace, un sac, dans lequel les chasseurs mettent le gibier une fois tué. Et il ajoute enfin un ultime présent, la harpée, une serpe d'acier capable de trancher n'importe quelle matière. Hermès recommande à Persée de voler jusqu'à la grotte où vivent 3 sorcières, des sorcières que l'on appelle les Grées. Les Grées sont les sœurs des Gorgones, et leur monstruosité se valent. Elles seules savent où se cache Méduse, mais nul n'a jamais osé s'aventurer dans leur nauséabonde caverne, car les Grées font peur à voir. On prétend qu'elles sont nées vieilles. Leur visage n'est que rides et coutures, leur peau jaunâtre est fripée comme un vieux parchemin. Le plus étonnant est qu'elles ne possèdent qu'un seul œil, qu'elles se passent à tour de rôle, et n'ont pour toutes les 3 qu'une seule dent.
avec laquelle elles dévorent leurs visiteurs. Hermès pointe un doigt en direction de l'ouest. Si les gorgones vivent au-delà de l'océan, hors des frontières du monde, aux portes de la nuit, il n'en est pas de même des grées qui, elles, habitent dans ce monde. Grâce aux sandales ailées, Persée traverse l'azur, se laisse guider, et bientôt le voilà à l'entrée de la grotte où sont tapies les trois sœurs. À présent, il s'agit pour le fils de Zeus d'avoir l'œil vif. Car, entre le moment où l'une passe l'œil à l'autre et celui où l'autre le reçoit, il y a un court intervalle de temps, une petite brèche, où il faut que Persée, plus rapide qu'une flèche, puisse s'engouffrer. Persée patiente. Et au moment où l'œil est entre deux créatures, il le saisit, et dans la foulée, s'empare également de la dent. Les grées hurlent de fureur. Les voici aveugles et sans dents. Elles sont réduites à rien. Elles implorent Persée. Elles sont prêtes à tout lui offrir, disent-elles, pour qu'il leur restitue cet œil et cette dent. Persée exige qu'elle lui indique le lieu où résident les gorgones et le chemin pour y parvenir. Elle s'empresse d'accepter. Voilà donc le fils de Danaé et de Zeus qui vole vers l'îlot venteux abritant les monstres. Partout, des statues de pierre témoignent du passage des infortunés guerriers qui osèrent braver les gorgones. Dans leur regard peut encore se lire l'épouvante. Elles sont là, les gorgones. Elles dorment. Pour Persée, la difficulté consiste à trancher la tête de Méduse sans jamais se trouver face à face avec elle. La tâche semble impossible. C'est Athéna qui lui souffle la solution. Persée fiche en terre le grand bouclier d'argent dont la déesse lui a fait don. Il l'utilise comme un miroir, ou plus exactement, comme un rétroviseur. Au moment où les terribles yeux de Méduse, brillants comme des pierres de lune, se portent sur lui, Persée oriente le bouclier de telle manière que son regard ne puisse pas croiser celui de la gorgone. Méduse est tout proche, à un souffle. Persée lève sa faucille et tranche la tête du monstre. Dans un horrible sifflement, Méduse s'écroule. Persée enfouit la tête de la gorgone dans sa besace et s'empresse de quitter la grotte. Sur le chemin du retour, alors qu'il vole vers l'île de Polydectès, Persée aperçoit soudain une jeune femme enchaînée à un rocher. C'est Andromède, la fille de la reine Cassiopée. Elle est offerte en sacrifice à un monstre marin qui dévaste la région depuis que l'imprudente Cassiopée a eu l'audace d'affirmer qu'elle était plus belle que toutes les nymphes de l'océan. Pour apaiser le monstre envoyé par l'ombrageux Poséidon, un oracle conseilla à Cassiopée de sacrifier sa propre fille, l'innocente Andromède. La malheureuse gémit. Sa plainte monte jusqu'à Persée. Il l'entend, il la voit. Il est aussitôt séduit par sa beauté. Pas question de l'abandonner à son sort. Persée va trouver la reine Cassiopée et lui promet de délivrer sa fille si elle la lui donne en mariage. Cassiopée accepte. Persée
retourne aussitôt sur les lieux où Andromède, au milieu des flots, est attaché à son roc. Il était temps, car voici le monstre qui fend les eaux et s'avance vers la malheureuse Andromède. Une nouvelle fois, tout est affaire de regard. Se souvenant des conseils d'Athéna, Persée se place entre le soleil et la mer, de telle sorte que son ombre se projette sur les eaux, juste devant les yeux de la bête. Quand il aperçoit cette ombre qui bouge devant lui, le monstre s'imagine qu'il s'agit de sa proie. Il se précipite sur le reflet, et c'est à ce moment-là que Persée, du haut du ciel, fond sur lui et le tue. Andromède est sauvée. Persée reprend sa besace avec la tête de la Gorgone à l'intérieur. Accompagné d'Andromède, il arrive enfin à Séryphos. Mais dès qu'il débarque, on lui apprend que l'infâme Polydectès n'a jamais eu l'intention d'épouser quelqu'un d'autre que Danaé. Il a profité de l'absence de Persée pour tenter à plusieurs reprises de forcer sa mère. Heureusement, Danaé a trouvé refuge dans le temple de la déesse Héra. Persée place Andromède sous la protection de Dictys, et il se rend, seul, à la cour du roi Polydectès. Il remonte les couloirs, pénètre dans la salle où Polydectès et sa cour sont attablés devant un grand festin. Quand Persée apparaît, le silence se fait. Polydectès le dévisage, hébété. Persée marche vers lui. Il le toise, sans dire un mot. Puis il ouvre sa besace et en retire la tête de Méduse. D'un geste lent, il la soulève en prenant soin de détourner le regard. En un instant, tous les convives, Polydectès le premier, sont transformés en statues de pierre. Persée remet alors la tête dans sa besace et se retire, laissant derrière lui un monde pétrifié. Mais tout n'est pas fini. Reste le grand-père, le roi Acrisios. Persée a compris que si Acrisios a agi envers lui de la sorte, l'enfermant dans un coffre et le livrant au flot, c'est parce qu'il craignait de mourir de sa main. Il ne lui en tient pas rigueur. Au contraire, il voudrait le retrouver et lui accorder son pardon. Il fait donc route pour Argos. Malheureusement, Persée arrive trop tard. Averti par la rumeur des fabuleux exploits accomplis par son petit-fils, mais surtout de sa venue vers son royaume, Acrisios a pris ses jambes à son cou. Mais le destin décide seul de l'heure où le rideau doit tomber. Quelques jours après son arrivée à Argos, Persée participe à des jeux organisés en son honneur. Vient l'épreuve du lancer de disques. La foule est dense. Parmi elles, dissimulé, un vieillard à la barbe grisonnante. Persée lance son disque. À ce moment précis, un violent coup de vent le détourne de sa trajectoire. Il file et frappe de plein fouet le vieillard, et le tue sur le coup. C'était Acrisios, le roi d'Argos, le grand-père de Persée. L'oracle de Delphes, une fois encore, a eu raison de l'agitation des hommes qui tentèrent de le faire mentir.